Bienvenue au Cœur des Sciences, je suis contente, il y a du monde. Vous avez résisté à l'appel de la bière sur une terrasse, même si ce n'est pas pour bouger. Bon, vous êtes assis, mais bouger, c'est le titre le plus court qu'on ait jamais eu pour une conférence. C'est une belle consigne, et comme vous allez le voir, bouger, ça a de nombreux bienfaits, et pas juste pour la santé physique, mais aussi pour la santé mentale. C'est pour ça que vous êtes ici venus nombreux. Alors rapidement, Paquito Bernard, il est professeur au département de sciences de l'activité physique de l'UQAM. Il est aussi chercheur au centre de recherche de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Et ce qui est intéressant, ça signifie qu'il a vraiment un intérêt dans la diffusion et dans la communication avec le grand public, c'est qu'il est l'auteur d'un blog « Activité physique adaptée ». Donc ça, pour nous, c'est toujours un bon signe. Donc je vous souhaite une bonne soirée. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment aujourd'hui très heureux de pouvoir parler de la question de l'activité physique et de la santé mentale. C'est quelque chose qui, généralement, dans le grand public, est peu connu. Dans le champ de la littérature scientifique, c'est en plein essor depuis 15 à 20 ans. Puis aujourd'hui, l'UQAM me donne cette chance-là de pouvoir dresser un petit peu un état de qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce que la littérature scientifique nous dit de la question de l'activité physique et de la santé mentale. Très rapidement, je vais commencer simplement par présenter un petit peu le parcours. Donc, comme vous entendez, j'ai un super bel accent français. J'ai quitté les grandes plages du Nord-Pas-de-Calais pour aller étudier à Montpellier. Pendant mes études de bac, mais aussi de maîtrise, mais aussi de doctorat, j'ai pu travailler avec des enfants déficients intellectuels, des enfants avec un trouble du spectre autistique. Après, j'ai été kinésiologue aussi pendant mon doctorat dans un établissement de santé mentale où on travaillait avec des personnes qui avaient des troubles du comportement alimentaire, des troubles psychotiques. Et puis ensuite, j'ai eu la chance de venir au Québec. Et puis là, je me suis intéressé à la question de l'activité physique, du sommeil et de la santé mentale, mais dans un contexte de cancer, notamment dans un laboratoire à Québec, au CHU de Québec. Et puis globalement, mes travaux de recherche, ils s'axent sur la question, vous en doutez, de la question de l'activité physique et de la santé mentale. Je travaille aussi sur les facteurs psychologiques qui expliquent que les gens changent leur habitude de vie. Donc qu'est-ce qui fait qu'une personne qui a un problème de maladie chronique ou une personne qui a un trouble de santé mentale commence à faire de l'activité physique, que cette personne aussi diminue sa consommation de tabac ou d'alcool. Et puis plus récemment, je commence à m'intéresser aussi au lien entre changement climatique et puis activité physique. Cette diapo-là, je l'utilise souvent quand j'ai la chance de faire des conférences sur cette question de l'activité physique et de la santé mentale, parce qu'elle illustre quoi? Elle illustre un petit peu ce que j'essaye aujourd'hui de faire avec vous, c'est-à-dire que je vais, de manière assez parcellaire, vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce que la littérature a testé des relations entre l'activité physique et la santé mentale. On va essayer de définir de quoi on parle quand on parle d'activité physique. On va essayer de comprendre aussi la santé mentale. La santé mentale, on a historiquement, souvent, on se centre sur la question des troubles mentaux courants comme la dépression, l'anxiété ou des troubles mentaux sévères comme les troubles psychotiques. Mais de plus en plus, on s'intéresse aussi à la santé mentale dite positive. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? Des liens entre l'activité physique et le bonheur, l'activité physique et le bien-être psychologique, par exemple, ou la santé mentale dite positive. Donc, l'idée aujourd'hui, ce que je veux, c'est que vous repartiez de la présentation avec une sorte d'idée large de ce qu'on connaît sur cette question-là. J'aime bien commencer par tout de suite vous vendre le punch de ma présentation, c'est-à-dire que vous n'allez pas attendre la fin de la présentation pour savoir de quoi je vais parler. Vraiment, ce qu'il faut retenir aujourd'hui de ce que je veux vous présenter, c'est qu'il y a énormément de bénéfices pour la santé mentale issus de l'activité physique. Il y a quasiment très peu de risques, voire pas du tout de risques. Ils sont très faibles à être actifs au quotidien. Ça va aider des personnes qui sont en bonne santé mentale, mais ça va aussi aider des enfants, des adultes qui sont touchés par un trouble de santé mentale, soit subclinique, ça veut dire par exemple un niveau de dépression relativement modérément élevé, soit des niveaux cliniques, un épisode dépressif majeur qui répond aux critères cliniques, qui est associé souvent à un arrêt du travail, etc. Problèmes d'alimentation, problèmes de sommeil, de concentration, des pensées obsédantes.
l'activité physique n'est pas une option. Ça, c'est plutôt dans le cadre de la prise en charge des personnes qui ont un trouble de santé mentale. Il y a vraiment, vous allez voir au fur et à mesure de la présentation, un écueil, un écart entre ce qu'on connaît de la littérature et de la place qui est réservée à l'activité physique dans le champ de la santé mentale. Et puis, s'il faut retenir qu'une seule chose dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est s'asseoir moins et bouger plus pour se sentir mieux dans sa tête. Aujourd'hui, je vais vous parler d'activité physique et puis je vais vous parler aussi de sédentarité. Pourquoi ? Parce que de plus en plus, dans le champ de la kinésiologie, dans le champ des sciences de l'activité physique, on pensait initialement que c'était deux comportements un peu opposés, soit je suis actif, soit je suis sédentaire, et de plus en plus, on se rend compte que ces deux comportements ont des effets indépendants sur la santé, notamment la santé physique, des marqueurs de santé somatique, et puis on commence petit à petit maintenant à s'intéresser à la question de la relation entre sédentarité et santé mentale, et puis essayer de comprendre comment la relation entre la durée quotidienne par exemple qu'on passe assis va influencer la santé mentale, et puis est-ce que les bénéfices qui sont issus de l'activité physique pour la santé mentale, est-ce qu'ils ne vont pas être diminués, voire quasiment supprimés par la sédentarité qu'on a au quotidien. Donc s'il y a vraiment un seul truc à retenir aujourd'hui, c'est la question une sorte de leitmotiv, s'asseoir moins et bouger plus pour se sentir mieux dans sa tête, ce que je vais essayer aujourd'hui de vous démontrer. Je vous apprends peut-être pas grand-chose, on vit dans une société contemporaine très peu active. Pour illustrer ça, j'aime bien utiliser une étude qui est de 2004, qui a étudié des Amish canadiens, et puis il y a d'autres études aussi qui s'intéressaient à des Amish, la communauté Amish américaine. Qu'est-ce qu'on a fait ? On a passé un accord avec ce chercheur a passé un accord avec cette communauté, on leur a donné un podomètre. Avant que les applis existaient, donc un podomètre, c'est un petit boîtier qu'on accroche à la taille. Maintenant, on a tous une application qui mesure le nombre de pas qu'on fait par jour. Et puis, pendant une semaine, on leur a demandé de porter un podomètre. Ici, la courbe la plus haute, ce sont les hommes. Ici, la courbe la plus basse, ce sont les femmes. Et à votre avis, qu'est-ce qui se passe ce jour-là ? Ils vont à la messe. C'est pour ça qu'il y a une grosse courbe ici du nombre de pas quotidiens. Donc, on se rend compte que les hommes sont aux alentours de 20 000 pas et les femmes aux alentours de 15 000 pas. Pourquoi ? Parce qu'ils utilisent très peu d'outils mécanisés et puis qu'ils cultivent par exemple quasiment tout à la main, il n'y a pas de déplacement motorisé, etc. Le trait rouge, là, je vous mens un peu, mais c'est la moyenne environ du nombre de pas que les adultes entre 18 et 65 ans au Canada font. D'accord ? C'est une moyenne que j'ai un peu relevé les pointillés pour ne pas trop vous décourager, mais simplement pour illustrer le fait qu'on vit au quotidien dans un monde contemporain citadin et c'est très difficile de dépasser par exemple 5000 pas au quotidien. Faites le test cette semaine, téléchargez n'importe quelle appli qui mesure vos nombres de pas, vous allez voir c'est relativement compliqué. Donc, cette question, on vit dans une société où on fait peu d'activité physique. Moi, quand je m'intéresse à la question de l'activité physique et de la santé mentale, j'aime toujours essayer d'aller voir qu'est-ce qui s'est passé avant. On regarde un petit peu la littérature et puis j'ai trouvé en 2006 un super article qui faisait un petit peu la question de c'est quoi l'histoire, l'activité physique et de la santé mentale. Et puis, quand on est jeune chercheur comme moi, on a toujours l'impression d'être super fort, de faire des nouvelles découvertes, etc. Puis on se rend compte qu'en fait, il y a plus de 100 ans, 150 ans, il y avait déjà des cliniciens, des éducateurs, l'équivalent d'ergothérapeutes aussi, qui s'intéressaient notamment, par exemple, aux effets positifs ils n'appelaient pas ça le stress à l'époque, mais de la pratique du vélo. Il se posait aussi la question de est-ce que si on roule pas trop vite, ça va pas nous déformer trop le visage, par exemple. Donc, il y a d'autres questions scientifiques comme ça, mais il s'intéressait aussi à la question du stress. On s'intéressait aussi dans des sortes d'orphelinats sur comment, avec ce qu'on appelait à l'époque de l'hébertisme, donc une sorte de parcours d'objets en pleine nature, comment on pouvait améliorer la qualité du sommeil chez ces enfants-là. Et puis, de manière encore plus vieux, fin 19e, on a aussi des psychiatres, notamment des psychiatres français, qui dans des manuels parlent déjà des possibilités d'utiliser l'activité physique pour les patients qu'ils traitent. La gymnastique, dite de chambre, les exercices corporels de toute espèce sont un adjuvant auquel on doit avoir recours, surtout chez les enfants et les ados,
qui sont d'une nature très irritable, d'un tempérament très nerveux, 1889. Donc il y a déjà des cliniciens qui ont fait cette remarque clinique des potentiels effets de l'exercice physique. D'autres encore, le docteur de Régie, d'autres agents physiques d'une moindre importance cependant, pour le traitement, peuvent être employés comme adjuvants dans la folie. Je citerai la gymnastique, l'équitation, le jeu de billard, le canotage, etc. etc. Donc on voit que pour le traitement des aliénés, hein, c'est le terme qui était utilisé fin 19e, il y a déjà une préoccupation autour de la question de la santé mentale. Et puis, un livre beaucoup plus connu dans le champ des sciences de l'activité physique et de la kinésiologie, un livre de Mackenzie. Ici, il y a déjà dans ce bouquin, donc je pense que c'est début ou milieu du XXe siècle, il y a déjà dans ce livre un chapitre qui traite des potentiels bénéfices de l'exercice physique pour les adolescents, enfants qui ont un trouble de santé mentale et ou une déficience. Ce n'est pas très clair. Ici, par exemple, je vous ai mis une illustration d'un terrain de basket. Hein. Peut-être que vous ne savez pas, mais historiquement, il n'y avait pas de panneau ici. Quand on a démarré, on a commencé à jouer au basket, il n'y avait pas de panneau sur les anneaux. Ici, ce sont des jeunes filles qui sont en même temps sourdes et qui ont une déficience intellectuelle. Et puis ici, c'était des jeunes filles relativement mutiques. Et puis, on les faisait se balancer comme ça pour travailler sur la proprioception, pour essayer de développer, les aider à développer un petit peu un meilleur équilibre. Donc, quand on regarde un petit peu d'un point de vue historique, on sait que des cliniciens et puis des médecins ont remarqué qu'on pouvait retirer des bénéfices de l'exercice physique. La question à 100 000 pièces d'aujourd'hui, c'est êtes-vous sportive? Faites-vous de l'activité physique? J'ai eu beaucoup de gens avec des casques de vélo en rentrant. Donc, je considère qu'il y a peut-être des gens qui font l'activité physique, mais est-ce qu'il y a des sportifs parmi vous? Oui, il y en a quelques-uns. Ça, c'est une question que, quand j'enseigne, j'essaie d'expliquer souvent aux étudiants que c'est une question où, dès que vous allez aborder la question de l'activité physique, dans la tête des gens qui sont face à vous, eux, dans leur tête, c'est souvent le sport, l'exercice physique, la haute intensité, la performance. Or, l'activité physique, moi, par exemple, je ne le considère pas comme un sportif. Pourtant, je fais beaucoup d'activités physiques. Pourquoi? Parce que la question de l'activité physique, bien sûr, c'est l'exercice physique dans le gym, c'est les activités physiques de loisirs ou sportives de compétition où les femmes canadiennes excellent. C'est si vous doublez des vélos, des cyclistes 4 saisons, dont moi, l'hiver, faites attention. C'est aussi le transport actif, par exemple, pour aller au travail, pour aller chercher les enfants. C'est aussi l'activité physique au travail. Hein. J'aurais pu vous présenter aujourd'hui des études qui s'intéressent aux dépenses énergétiques, à la quantité d'activité physique que peut faire un facteur, que peut faire un homme ou une femme qui, par exemple, ramasse les poubelles aussi. Ils ont des dépenses énergétiques qui sont énormes. Et puis, c'est les activités physiques plutôt de tâches ménagères aussi, soit faire le ménage, soit faire le jardin. Il y a aussi quelques études qui s'intéressent, par exemple, aux effets potentiels sur le bien-être psychologique de jardiner de manière active. Et puis un autre exemple d'activité physique de loisir. Donc ça, c'est vraiment important aujourd'hui parce que vous allez quasiment jamais m'entendre parler de sport, mais vous allez m'entendre parler d'activité physique. Pourquoi? Parce que moi, je considère que l'activité physique, elle a différentes formes et différents domaines. Et puis, un même domaine d'activité physique, par exemple le transport actif ou la pratique de vélo, elle peut être réalisée à différentes intensités aussi. Vous pouvez très bien aller du côté d'Atwater, vous balader au bord du canal. Vous pouvez vous dépêcher comme moi parce que vous êtes sur Ontario et puis que vous enseignez dans 15 minutes et que vous êtes en retard. Et puis, vous pouvez essayer de faire le tour de l'île de Montréal le dimanche le plus rapidement possible. Donc, quand on s'intéresse à la question de l'activité physique et de la santé mentale, il faut étudier tous ces différents domaines. Et puis, on sait en plus que chaque domaine peut être réalisé à différentes intensités. Donc, souvent, quand je parle avec des étudiants d'activité physique, quand je parle à des gens qui n'ont pas nécessairement d'habitude de sport, quand je leur dis que je travaille dans le champ des sciences de l'activité physique, pour eux, dans leur tête, c'est uniquement ça. Or, si on veut le résumer, comme je vous l'ai montré tout à l'heure avec les images, il y a le transport actif, il y a l'activité physique au travail, les AP de loisirs, et puis le sport. C'est-à-dire que quand on raisonne sur, par exemple, une quantité d'activités physiques hebdomadaires, c'est l'ensemble de ces activités.
Or, souvent, quand on parle avec des personnes à propos des recommandations canadiennes pour la question de l'activité physique, elles ne se concentrent uniquement que sur l'exercice physique, donc le gym ou le sport. Puis elles oublient un petit peu d'évaluer ou de prendre en compte la marche qu'ils peuvent faire, etc. Je vous l'ai dit, tous ces domaines-là peuvent être réalisés à différents types d'intensité. Et puis, j'ai commencé à en parler en introduction. Je vous ai dit, il y a l'activité physique, et puis il y a la sédentarité, mais on devrait plutôt parler des sédentarités. Il y a la sédentarité du dude, peut-être vous connaissez. Il y a la sédentarité au travail, au restaurant. Et puis ici, ça j'aime bien à chaque fois les dénoncer. Ici, c'est l'entrée d'un congrès pour cardiologues. Donc ça, c'est des hommes et des femmes qui sont censés faire la promotion de l'activité physique durant leur consultation. Donc, il y a l'activité physique, j'ai essayé de vous présenter différents domaines, on a vu que c'était à différentes intensités, et puis il y a la sédentarité. La sédentarité, c'est tous les moments où vous êtes soit assis, soit allongé, mais dans un état d'éveil. D'accord ? Quand on regarde, quand on mesure ça, notamment dans les populations occidentales, c'est une large majorité du temps. Et il faut à peu près distinguer la sédentarité obligatoire, si vous avez un emploi de type tertiaire, dans un bureau, etc. Et puis la sédentarité liée au loisir, si vous allez au cinéma, si vous bouquinez, si vous tricotez, par exemple. Donc, quand on s'intéresse à la question de l'activité physique et de la santé mentale, de plus en plus, on essaie de comprendre est-ce que les liens positifs ou négatifs qu'on trouve entre AP et santé mentale, ils ne sont pas minorés ou majorés ou influencés par la question des sédentarités. Souvent aussi, il y a une pensée un petit peu dichotomique. Dans la population générale, on dit « Ah non, moi je ne suis pas sportif, l'activité physique c'est pas pour moi, moi j'ai pas plus de plaisir en étant avec mon bouquin, en regardant par la fenêtre et puis une tasse de thé ». Et puis d'autres qui vont dire « Ah non, moi j'ai besoin de bouger tout le temps, etc. » Or, souvent, ces deux comportements-là sont coprésents. Vous pouvez par exemple vous entraîner une fois dans la semaine, prendre 2 fois votre vélo dans la semaine pour aller au travail. Vous allez faire déjà 1 heure, par exemple 1 heure 15 cumulées d'activité physique dans la semaine. Mais si vous travaillez dans un bureau 7 heures par semaine, vous allez être en même temps très sédentaire et en même temps très actif. Si vous n'entraînez pas, vous allez en voiture au travail, vous prenez toujours le métro et puis que vous avez un emploi sédentaire, vous allez être peu actif et en même temps très sédentaire. Vous voyez, on peut faire une petite gymnastique comme ça. Donc, on s'intéresse de plus en plus à est-ce que les gens actifs qui ont des bénéfices pour la santé mentale, est-ce que ces bénéfices-là ne sont pas minorés par la question ou la présence d'une trop grande sédentarité? C'est d'ailleurs de ces questions-là, que par exemple le récent guide les directives canadiennes sur l'activité physique et le sommeil et la sédentarité chez les enfants, c'est un des seuls guides à ma connaissance au monde qui prend en compte cette question-là. Donc on a dépassé la question de uniquement faire une recommandation d'activité physique quotidienne ou hebdomadaire, mais plutôt s'intéresser à comment on gère l'équilibre entre l'activité physique un peu intense, l'activité physique modérée, légère, le sommeil et la sédentarité. Et j'espère qu'à terme, on y viendra pour les adultes, mais ce n'est pas encore le cas. On a vu ensemble qu'est-ce que je mets derrière la question de l'activité physique. Il y a différents domaines, il y a différentes intensités, et puis on peut être très actif et en même temps très sédentaire. On va aborder ensuite la question de la santé mentale. J'adore ce graphique, j'adore cet article parce que tout est dans le titre. Il n'y a pas de santé sans santé mentale. Et puis quand vous regardez ce diagramme qui fait une sorte de grande catégorie de troubles de santé, d'accord, on se rend compte que, grosso modo, 28%, 30%, on va dire un tiers des pathologies qui impactent le plus la santé mondiale sont des pathologies de type liées à la santé mentale. On a des pathologies de forte prévalence, comme les troubles de l'humeur, la dépression ou les troubles bipolaires, des troubles plus graves mais qui touchent moins de personnes, comme la schizophrénie, etc. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser, je vais vous donner quelques exemples, je vous les présenterai tout à l'heure, sur la question de l'activité physique et de la santé mentale, mais plutôt dans une logique de troubles de santé mentale. Et puis je vous l'ai dit en introduction, on s'intéresse aussi à la question de la santé mentale, mais plutôt positive,
qui est défini par l'Organisation mondiale de la santé comme un état de bien-être dans lequel la personne peut se réaliser, surmonter les tensions normales de la vie, accomplir un travail productif et fructueux et contribuer à la vie de sa communauté. Vous voyez, la définition de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est relativement large, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir au départ distinguer les deux, et puis maintenant de mélanger les deux. Historiquement, on s'est intéressé, je vous l'ai dit en introduction, en population générale, les gens présence-absence d'un trouble de santé mentale. Donc les questions qu'on posait en épidémiologie, combien de pourcentage des Canadiens âgés de X à X sont touchés ou rapportent avoir été traités pour une dépression ou un trouble anxieux. Et de plus en plus, on s'intéresse à un modèle plutôt à deux dimensions, c'est-à-dire est-ce que oui, il y a une présence ou une absence de troubles de santé mentale, et puis est-ce que, même dans le cas de l'absence ou d'une présence de santé mentale, est-ce que ces personnes-là rapportent avoir, par exemple, un bien-être psychologique ou du bonheur, etc. C'est-à-dire qu'on peut en même temps être touché par un trouble de santé mentale et en même temps s'intéresser à la question chez ces personnes-là du bonheur ou du plaisir, même s'il est souvent plus altéré dû à leur trouble. Donc c'est un petit peu le guide d'aujourd'hui sur la conceptualisation de la santé mentale, c'est s'intéresser à une santé mentale dite plurielle ou biaxiale, vous l'appelez comme vous voulez. Avant de commencer encore, je finis ma longue introduction, juste un petit point sur la question de c'est quoi les méthodes que mes collègues et moi on utilise quand on s'intéresse à la question de l'activité physique et de la santé. Puis je trouve que c'est vraiment important de s'y attarder un petit peu parce que la question de l'activité physique ou de la sédentarité, c'est vraiment un défi à mesurer. Pourquoi je vous dis que c'est un défi à mesurer? Parce que si par exemple je prends 1000 Canadiens, je leur donne tous un questionnaire, et dans ce questionnaire, ils vont me rapporter les 7 derniers jours, leur niveau d'activité physique, et puis en même temps que je leur donne le questionnaire, je leur donne une montre qui va mesurer les déplacements de leur corps dans les 3 dimensions. Donc je vais savoir ce que les gens me disent, rapportent dans leur questionnaire, puisque je vais savoir ce qu'ils font de manière objective. Généralement, quand je fais des analyses statistiques entre ces deux variables, il y a peu de liens. Il y a peu de liens parce que il y a un peu de désirabilité sociale, souvent les gens un peu surévaluent, mais aussi parce que l'activité physique, c'est pas facile à se rendre compte réellement de ce qu'on fait. Si dans votre tête, rappelez-vous les deux cercles, vous pensez qu'à activité physique et exercice physique, quand vous remplissez le questionnaire, vous dites moi je fais pas d'activité physique, je fais pas d'exercice. Or, si vous allez tous les jours chercher votre enfant à l'école qui a 4 coins de rue, vous allez marcher 2 fois 10 minutes. Donc en fait, vous faites 20 minutes d'activité physique quotidienne, mais de l'activité légère. Donc, généralement, on essaye d'utiliser ce genre de montre-là ou des podomètres et puis de le coupler avec des questionnaires. Donc aujourd'hui, surtout sur la question de l'activité physique et de la santé mentale dite positive, bien-être psychologique, bonheur, etc., c'est généralement des questionnaires qu'on utilise et puis des indicateurs d'activité physique, puis on regarde les liens. Donc, je vais vous présenter tout à l'heure, par exemple, une étude canadienne qui représente la population générale, où les gens remplissaient un questionnaire et puis portaient un accéléromètre, donc cette petite montre-là, qui est comme une sorte de Fitbit, mais beaucoup plus poussée. Et puis il y a aussi potentiellement des études qui s'intéressent à des troubles, donc à l'apparition, donc on va mesurer l'activité physique, et puis 2 ans, 3 ans, 4 ans plus tard, on va aller on va demander aux participants qui avaient porté une montre de rencontrer un psychologue ou un psychiatre pour un peu établir l'état, la présence ou non de troubles de santé mentale. Dernier point méthodologique, je vous le promets, après on attaque vraiment le dur, mais je veux vraiment insister sur ça parce que généralement, quand je parle d'activité physique et de santé mentale, notamment à des personnes qui travaillent dans le champ de la santé mentale, comme des psychiatres notamment, on me dit oui, c'est intéressant l'activité physique, mais franchement tes études, c'est pas vraiment super fiable. Or, quand on s'intéresse aux bénéfices, aux effets de l'exercice physique chez les personnes qui ont un trouble de santé mentale, on utilise ce devis-là que je vous ai schématisé. C'est exactement le même genre de devis d'études qu'on utilise pour tester des médicaments ou pour tester une psychothérapie. Je vous le fais brièvement. Vous prenez 100 personnes qui ont, je ne sais pas, une dépression ou un trouble anxieux. Ces 100 personnes-là, on tire au hasard et il y en a 50 qui vont participer à, par exemple, 3 mois d'activité physique supervisée.
Et puis il y en a 50, on va leur dire, vous attendez, et dans 3 mois, on vous proposera de participer à ce programme. Donc on a un groupe contrôle, et puis l'effet aléatoire fait qu'on peut vraiment attribuer, si on a des effets liés à l'exercice, on peut vraiment attribuer nos effets à l'exercice, et pas nécessairement un effet placebo. Donc les études, quand je vais vous parler d'activité physique, plutôt dans le champ des troubles de la santé mentale, c'est généralement des études qui ont utilisé ce devis-là, qui est coûteux à mettre en place, mais qui nous garantit de pouvoir contrôler le maximum de biais méthodologiques potentiels. Un autre reproche aussi qu'on me dit souvent, c'est c'est vraiment pas bien de dire aux gens qui sont, par exemple, qui ont un trouble de santé mentale sévère, de leur faire l'exercice physique, c'est dangereux pour eux, ils vont se blesser, ils vont te jeter les trucs au visage, ils vont manger la raquette de tennis, crever les ballons avec leurs doigts, etc. Je caricature volontairement, mais c'est des choses qu'on a pu me dire dans des équipes de santé mentale. Donc, quand je fais des présentations en psychiatrie, puis qu'on vient sur le côté du risque, des problèmes, parce que souvent les personnes qui ont un problème de santé mentale ont aussi une manière associée des problèmes de santé physique, on a regardé dans la littérature, vous n'avez pas plus de chances de vous blesser qu'une personne qui n'a pas de trouble de santé mentale. Ça ne développe pas, par exemple, plus de troubles de panique si vous avez déjà une tendance à paniquer. On attaque sur la question de l'activité physique et de la santé mentale, plutôt positif. Donc, la question du bonheur, du bien-être psychologique et de la santé mentale positive. Ici, je vous ai résumé une étude européenne, il y a environ 10 ou 12 pays. Donc là, on n'a pas utilisé l'accéléromètre, on a utilisé des questionnaires, les gens rapportent leur activité physique et les gens rapportent aussi le bonheur perçu. Donc c'est très il n'y a pas plus subjectif que le bonheur. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Plus les gens rapportent faire un grand volume d'activité physique dans la semaine, plus ils rapportent un bonheur dans leur vie personnelle. Donc c'est une des premières études vraiment solides qui nous a montré que le volume d'activité physique totale qu'on pouvait faire de manière hebdomadaire était associé à plus de bonheur dans la vie de ces Européens. Ça a été fait chez les adultes et puis ça a été fait chez des personnes âgées. En introduction, je vous parlais des différents domaines d'activité physique. Donc ensuite, les chercheurs se sont posé la question, mais parmi l'activité physique, est-ce qu'il y a des types d'activités physiques qui sont plus associés avec du bonheur auto-rapporté? Et ils se sont aperçus que c'est l'activité physique de loisir et l'activité physique dans les tâches ménagères. D'accord? C'est super intéressant. Ça veut dire demain que si je suis le ministre de la Santé d'un de ces pays européens, si je veux améliorer par exemple le bonheur perçu dans les personnes âgées ou les adultes, je n'ai pas trop intérêt à investir dans le sport ou l'exercice physique, mais plutôt à investir dans des projets de santé publique liés aux tâches ménagères et à l'activité physique de loisirs. C'est super intéressant. Et puis c'est peut-être plus facile même à mettre en place. Ça peut par exemple passer par, je ne sais pas, vous construisez 3 terrains de pétanque par quartier. Ça va favoriser de l'activité physique très légère de loisirs. Un autre domaine d'activité physique qui me tient beaucoup à cœur, je vous l'ai dit, je suis cycliste 4 saisons, donc j'aime bien, je fais toujours de la veille sur les études qui s'intéressent au transport actif, donc pas du transport de loisirs, pas la balade en vélo ou du cyclisme de compétition, mais plutôt des études qui s'intéressent au lien entre le nombre de kilomètres ou la fréquence à laquelle les gens utilisent leur vélo, soit pour aller au travail, soit pour faire un déplacement qui remplace une voiture. Donc vraiment dans un but utilitaire. Les premières études nous montrent que quand on mesure le déplacement à vélo avec un accéléromètre, donc c'est vraiment fiable, plus les gens ont une fréquence élevée de déplacement à vélo, plus ils rapportent du bien-être psychologique. Et puis plus récemment, l'année dernière, alors celle-là j'ai vraiment beaucoup aimé, une étude anglaise qui s'intéresse aux gens qui font du vélo au quotidien de manière utilitaire, mais au lieu d'avoir une seule photo comme la première étude ici, donc on mesure pendant une semaine, puis on a une sorte de photo à un état donné. Ici, je pense de mémoire, ça doit être 1 an plus tard. Donc pendant une semaine ou 10 jours, on leur demande de porter un accéléromètre, puis de remplir un agenda sur tous les déplacements qu'ils ont faits. Et puis ensuite, 1 an plus tard, on mesure leur bien-être psychologique en contrôlant tous leurs autres types d'activités physiques. Donc rappelez-vous le cercle, ménagère, etc. Donc peu importe le volume total de l'activité physique que les gens font, c'était la fréquence de transport utilitaire qu'ils faisaient qui prédisait leur bien-être psychologique à 1 an. Donc on a aussi des preuves de différents domaines, soit le volume total d'activité physique, soit certains domaines qui peuvent être associés aussi à des marqueurs de santé mentale plus positifs.
une étude d'une collègue qui a fait un examen des liens entre la santé mentale dite positive et la pratique d'activités physiques sportives de loisirs. Et elle a fait ça chez des cégepiens avec un échantillon assez conséquent. Je pense qu'on dépasse les 700 ou 800 cégepiens québécois. Donc, elle trouve un lien nécessairement entre le volume d'activité physique et la santé mentale auto-rapportée chez les cégepiens. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que les effets n'étaient pas supérieurs pour les cégepiens qui pratiquaient une activité sportive de compétition. Ce qui prédominait, ce qui expliquait le plus les liens entre l'activité physique de loisirs et la santé mentale positive, c'était la pratique en groupe. Donc c'est une des premières études qui montre qu'au Québec, un des potentiels modérateurs ou effets de l'activité physique sur la santé mentale positive chez les cégepiens, c'est le support de groupe, la pratique physique, donc le volume, mais dans un groupe. Donc on a commencé à voir la question des effets des liens entre l'activité physique et puis des marqueurs de santé mentale positifs. Je vous présente ensuite, pour terminer dans ce domaine-là, 2 graphiques qui ne veulent rien dire si je ne vous explique pas. J'ai la chance de travailler avec une super équipe d'étudiants, puis depuis 2-3 ans, on travaille sur les données de Statistique Canada, l'enquête de mesures de santé canadienne. Qu'est-ce qu'ils font? Tous les 2 ans, il y a une sorte d'énorme camion laboratoire qui va dans 14 endroits partout au Canada. Et puis là, les gens vont on sélectionne des Canadiens représentatifs de la population, et puis les gens vont chez vous, ils posent des questions pendant au moins une journée, puis ensuite vous allez dans un laboratoire mobile, une sorte de gros camion. Dans ce laboratoire, à leur entrée, on leur donne une montre, une des montres que je vous ai montrées tout à l'heure. Et les gens, pendant 7 jours, vont porter cette montre-là. Alors c'est super intéressant parce qu'on a une photo tous les 2 ans de l'activité physique objective des Canadiens, et puis on a aussi un questionnaire qui mesure leur santé mentale positive. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a matché ces données-là, puis on s'est posé la question de, ok, on sait qu'il y a un lien entre l'activité physique et la santé mentale positive, je vous l'ai montré tout à l'heure. Mais on ne sait pas quelle est la forme de ce lien. Donc on s'est amusé à faire des analyses pour savoir, en fait, est-ce qu'il y a un minimum d'activité physique à faire pour avoir une meilleure santé mentale? Et puis aussi, la grande question qui nous intéressait, c'était est-ce qu'il y a un maximum? Donc ici, par exemple, vous avez l'activité physique modérée à intense. On parle d'activité physique modérée quand, par exemple, vous commencez vraiment à marcher parce que c'est le dernier métro et que vous avez peur de le rater. Vous avez déjà vécu un petit peu cette sensation-là. Donc vous marchez vite parce que si vous le ratez, là, vous êtes à l'autre bout de l'île et puis c'est mort pour vous. Donc l'activité physique modérée et intense, on s'est rendu compte que ici, plus ça monte, plus la santé mentale positive et auto-rapportée est importante chez les Canadiens. Donc ça monte dès la première minute, et puis au-delà de 50 minutes par jour, l'effet redescend. Donc c'est une des premières études qui montre que chez les Canadiens, aussi trop d'activité physique n'est pas associé à plus de bénéfices pour la santé mentale. Ici, on se pose exactement la même question, mais avec le nombre de pas. Et vous voyez, dès que plus c'est haut, plus les gens rapportent une bonne santé mentale. Et puis, dès qu'on dépasse la petite centaine de pas quotidiens, ça monte drastiquement pour atteindre environ une sorte de plateau. Et puis, au-delà de 15 000, 16 000 pas, ça redescend. C'est-à-dire qu'il y a même des effets négatifs de l'activité physique sur la santé mentale. Ce qui est intéressant en termes de santé publique, c'est qu'un des messages que nous, on voudrait faire passer, c'est que dès qu'on bouge, c'est associé rapidement à des effets. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des grosses quantités d'activité physique quotidienne pour avoir des bénéfices pour la santé mentale. Donc ça, c'est vraiment intéressant, on a publié ça, on est super content parce que vraiment, c'est de l'activité physique objective, donc on contrôle le fait que les gens mesurent ou mesurent mal leur activité physique auto-rapportée. Et puis, il y a environ 8000 personnes qui représentent à 95% les Canadiens de toutes les provinces. Donc ici, vraiment, avec ces résultats, on a une preuve relativement solide des liens entre activité physique et santé mentale positive. Et puis, je vous ai parlé de la question de la sédentarité. Quand on s'intéresse à la question de la sédentarité puis de la santé mentale positive, c'est assez compliqué parce que si on s'intéresse au volume global, en dessous de 8 heures, c'est associé à plus de bien-être psychologique. Mais quand on regarde les différents domaines de sédentarité, la sédentarité plutôt dans les loisirs ou la sédentarité au travail, là, c'est plus nuancé comme résultat. Mais nous, du coup, ce qu'on a fait, on s'est dit, on va regarder si, par exemple, la relation entre la santé mentale positive et le nombre de pas, comment elle bouge
quand on prend en compte la sédentarité. Parce que la montre que les gens portent pendant 7 jours, les Canadiens, elle mesure aussi la sédentarité. Donc on sait combien de minutes par jour ces personnes-là sont restées soit assises, soit allongées, en dehors du sommeil. Donc je vais vous montrer un graphique en 3D qui illustre assez bien nos résultats. Ici, si vous regardez, vous avez le sorte de U qu'on voit ici à l'envers. Il est exactement ici, là. Et puis ici, c'est la sédentarité en minutes au quotidien. Qu'est-ce qu'on s'aperçoit? C'est que plus les gens sont sédentaires, la forme reste ici, elle est cachée. Hein, j'aurais pu vous montrer le graphique en le faisant pivoter comme ça. La forme en U, ici, elle est cachée, mais les effets positifs du nombre de pas par jour sont beaucoup moins élevés. Donc c'est une des premières preuves, on commence, hein, il y a très peu d'études sur cette question-là, une des premières études qui nous montre que oui, il y a un lien positif entre le nombre de pas qu'on fait et la santé mentale auto-rapportée, mais ce lien positif, il est diminué, il est minoré quand on est en même temps sédentaire. Donc ça va, c'est une des premières études qui nous fait penser que bouger plus et s'asseoir moins pourrait être aussi une sorte de leitmotiv pour la question de la santé mentale. On vient de voir ensemble un petit peu qu'est-ce qu'on connaissait des liens entre activité physique, bonheur, bien-être psychologique, santé mentale positive auto-rapportée. Vous avez retenu la question du volume. Vous avez retenu aussi que les associations étaient différenciées en fonction des domaines d'activité physique. Et puis peut-être ces associations entre activité physique et santé mentale positive, ils peuvent être minorés par la question de la sédentarité. On va attaquer maintenant la question des liens entre l'activité physique et les troubles de santé mentale. Donc, je vais vous présenter, bien sûr, je ne vais pas vous faire toute la série des troubles psychiatriques qu'on connaît, mais simplement des illustrations pour essayer toujours de coller à mon schéma initial. Donc, on a vu la question des relations entre l'activité physique et la santé mentale dite positive, et puis on va s'intéresser maintenant à la question des troubles. On va commencer par la question des troubles dépressifs. Les troubles dépressifs, c'est quelque chose de passionnant à lire parce qu'il y a une quantité incroyable de littérature. J'ai fait mon doctorat sur cette question-là. Et puis, il y a vraiment énormément d'essais cliniques qui ont été réalisés. Donc, les essais cliniques, c'est, rappelez-vous, le devis avec le hasard. Là, on prend les gens, on randomise, on tire au hasard qui va faire l'exercice physique, qui ne va pas en faire. Et puis, il y a énormément de littérature. Donc, la dépression, pour faciliter, on peut s'intéresser à est-ce que l'activité physique protège de l'apparition de la dépression? Ensuite, quand il y a des troubles mais qui ne sont pas encore cliniques, ou il y a des troubles qui sont cliniques diagnostiqués, est-ce que l'activité physique a un effet? On n'en est même plus à se poser la question de est-ce que ça a un effet? On en est à faire des directives, des guides pour appliquer la connaissance scientifique parce qu'il y a trop d'études qui ont montré des bénéfices. Et puis on s'intéresse aussi à la question du rétablissement. Est-ce que, par exemple, les gens qui deviennent ou qui deviennent actifs à la suite d'un traitement par psychothérapie ou antidépresseur, est-ce que ça leur permet de se protéger de la rechute de la dépression? Sur la question de la promotion, écoutez, il y a une littérature foisonnante. Par exemple, cette année, une méta-analyse qui a pris toutes les études prospectives. Donc, on regarde les gens qui ont une dépression à l'année 0 ou l'année 1, et puis on regarde leur niveau d'activité physique plus tard. Ou on regarde les gens qui font de l'activité physique l'année 1, puis on se pose la question de est-ce que les gens les plus actifs ont ou pas plus ou moins d'épisodes dépressifs 5, 10, 15 ans plus tard. Il y a environ une quarantaine d'études. Ils ont testé la dépression auto-rapportée, des symptômes faibles, des symptômes diagnostiqués par un médecin un psychiatre ou un psychologue. Ils ont testé des volumes d'activité physique, des petits, des grands, etc. Et toutes les études concordent dans un effet protecteur de l'activité physique sur la dépression à moyen et long terme. On en est même maintenant, par exemple, à faire des méta-analyses. C'est-à-dire qu'il y a tellement de revues de littérature, on fait des revues de littérature, tellement qu'il y a de la littérature sur la question de l'activité physique et de la santé mentale. Et puis nous, il y a quelques années, on s'est intéressé, par exemple, aux femmes qui avaient un groupe de femmes qui avaient des risques de développer une dépression, et puis à s'intéresser, par exemple, aux effets de la marche. La marche, c'est bien parce que c'est facilement applicable. Bon, on était dans le sud de la France, donc c'est encore plus facilement applicable. Et puis on leur proposait pendant 6 mois de marcher 2 fois par semaine en groupe à intensité modérée, pendant 1 heure. Et on a pu démontrer que juste cette pratique-là avait un effet protecteur à court et moyen terme sur l'accentuation de la dépression.
Et ce qui est relativement fou, c'est que le taux d'adhésion, le taux de participation, il était autour de 55 à 60%. Grosso modo, ces dames-là qui participaient à l'étude, elles venaient à une séance sur 2. Malgré ça, on a quand même trouvé un effet. Donc les doses d'activité physique qu'elles faisaient étaient relativement faibles et pourtant c'était protecteur. Je vous ai dit maintenant la question de la prévention ou du traitement. On fait plus d'études pour poser la question est-ce que l'exercice physique diminue les symptômes des personnes avec un trouble dépressif? On fait des recommandations. En 2016, le réseau canadien qui fait les recommandations sur le traitement des troubles anxieux dépressifs, il a fait une sous-section. Alors, il nous classe toujours dans les traitements complémentaires. Ça me fait un petit peu rire, mais bon. Et puis, ici, vous avez le niveau de preuve. Quand c'est 1, c'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de niveau plus haut que ça de preuves scientifiques. Ensuite, on nous dit pour quel type, donc ils ont catégorisé, soit plutôt des troubles dépressifs subcliniques, soit vraiment une dépression majeure. Pour les troubles dépressifs subcliniques, donc des gens qui sont à risque, qui ont des symptômes, mais qui sont en dessous le seuil clinique, mais qui ont un risque de vraiment le développer, les recommandations nous disent qu'on peut recommander l'activité physique en traitement de première ligne. Il y a un haut niveau de preuve scientifique et en monothérapie, donc pas nécessairement associé à un autre traitement. Par contre, pour les personnes aux prises avec un épisode dépressif majeur, c'est en seconde ligne, donc ça veut dire que ça vient après soit un traitement psychopharmacologique ou un traitement psychologique, et ça peut être associé en même temps, donc en même temps que le premier traitement. Et puis on a un haut niveau de preuve, le maximal, de l'efficacité de l'exercice physique sur la gestion des symptômes dépressifs. Pour le yoga aussi, donc plutôt pour les personnes avec un trouble subclinique en seconde ligne, avec un niveau 2, mais depuis, il y a pas mal d'études qui sont sorties. Donc ici, on a des recommandations nationales sur la promotion qu'on devrait faire de l'exercice physique pour les personnes aux prises avec un trouble dépressif. Donc c'est vraiment sérieux, hein, c'est les plus grands experts qui se rencontrent tous les 4-5 ans, puis qui lisent toute la littérature sur cette question. Donc on a un haut niveau de preuve. Ensuite, la question de la dépression, elle est plus occurrente, plus prévalente aussi chez les personnes qui ont certaines pathologies chroniques, comme par exemple les personnes diabétiques, comme par exemple les personnes traitées pour un cancer, ou on parle aussi de la dépression postpartum. Il y a une quantité énorme de revues de littérature qui ont montré les bénéfices de l'exercice physique pour ces entre guillemets sous-populations, c'est-à-dire des populations touchées par en même temps une maladie chronique et en même temps un trouble de santé mentale, une dépression, pardon. Nous, par exemple, on a été amené, il y a maintenant 6 ans, 7 ans, à faire une méta-analyse où on s'intéressait à la question de quels sont les bénéfices de l'exercice physique pour les femmes qui sont en chimio et radiothérapie pour un traitement de cancer du sein. Donc pas des femmes qui ont eu un cancer, mais des femmes qui sont pendant le traitement. Donc on a pris tous les essais cliniques, hein, rappelez-vous, on tire au hasard qui est dans le groupe exercice, qui ne l'est pas, qui proposait de l'exercice physique pendant le traitement, et puis on regardait les effets sur l'anxiété, la dépression notamment, et puis on s'est amusé à tracer un petit peu des courbes comme le graphique précédent, puis on s'est aperçu qu'en fait, ici ce sont des doses d'activité, la dose totale d'activité physique, puis qu'en fait c'était les plus petites doses d'activité physique qui diminuaient le plus la dépression. Ici, l'intérêt c'est pas de monter comme tout à l'heure, ici c'est de descendre. Donc c'est une des premières études qui montre par exemple qu'on n'a pas besoin de faire un gros volume d'exercice physique durant un traitement pour le cancer du sein pour avoir des bénéfices psychologiques. Donc ça c'est vraiment, vraiment aussi intéressant. Je vous parlais aussi de la question du rétablissement. Donc il y a l'étude SMILE qui est relativement connue. Là, ils ont suivi des personnes dépressives, mais vraiment qu'une dépression majeure, diagnostiquée, etc., qui avaient soit été suivies, traitées pour un antidépresseur seul ou un antidépresseur couplé à de l'exercice physique. Et puis on regarde 1 an et demi, je pense, plus tard, qui reste sur des seuils sous-cliniques, c'est-à-dire qui a vraiment diminué fortement ses symptômes cliniques, et puis qui est au-dessus, et puis on mesure leur activité physique. Et on se rend compte que peu importe qu'ils ont eu un antidépresseur seul ou un antidépresseur avec de l'exercice physique, c'est ceux qui sont restés actifs 1 an après leur prise en charge qui ont les symptômes les plus bas. Donc c'est une des premières études qui a montré que aussi aider des gens qui ont été traités pour un trouble de santé mentale leur permet d'améliorer leur fonctionnement et favorise un rétablissement. Je vous ai fait un peu l'état de la littérature sur la dépression, j'ai pris un peu de temps parce qu'il y a énormément de choses. Sur la question des troubles anxieux, juste un petit exemple. Il y a moins de littérature, mais j'adore présenter cette étude parce que je ne sais toujours pas comment les chercheurs ont eu l'autorisation d'un comité éthique pour la faire, mais ils l'ont fait parce qu'ils l'ont publiée.
Donc imaginez, ils ont recruté des personnes qui ont un trouble anxieux généralisé, des personnes qui sont très susceptibles d'avoir un haut niveau d'anxiété dans des situations pour lesquelles vous et moi, vous en auriez un petit peu ou pas du tout. Donc ces périodes, des personnes très sensibles à l'anxiété, qu'est-ce qu'on fait? On leur demande de respirer un petit peu un mélange d'air avec pas mal de CO2. Donc ça doit vous donner un sentiment un petit peu de panique. D'accord? Si je le fais ici, moi le premier, vous me faites respirer de l'air avec 35% de CO2, je vais vraiment avoir Donc on induit un petit peu un sentiment de panique. Et puis ensuite, on tire au sort si une session d'exercice physique versus contrôle, et puis on regarde comment ça diminue la panique. Et une seule session d'activité physique d'endurance à moyenne intensité diminue les troubles paniques qu'on a induits avec une inhalation de CO2. Donc, dans le cadre des troubles anxieux, les premières études s'intéressaient aux effets à court terme. Une seule séance d'exercice physique versus contrôle, est-ce que ça permet de diminuer les symptômes chez les personnes aux prises avec un trouble anxieux? Oui, ça a été fait chez les ados et puis refait récemment chez les adultes. Et puis quand on s'intéresse plutôt aux effets d'exercice physique sur le long terme, donc par exemple 8 semaines, 12 semaines, 2 à 3 fois par semaine, on a un effet de taille relativement important. Donc oui, l'exercice physique permet de diminuer le niveau de symptomatologie des personnes aux prises avec un trouble anxieux, mais par contre c'est plus compliqué parce qu'il y a moins d'études et puis du coup les populations sont un peu plus hétérogènes, mais on commence à, on va dire, si on fait un petit peu un parallèle avec le niveau 1, niveau 2, on est plutôt au niveau 2 par rapport tout à l'heure aux directives, mais oui, il y a des bénéfices de l'exercice physique pour les personnes qui ont un trouble anxieux clinique. On attaque maintenant, on vient de voir la question des troubles anxieux, la question des troubles dépressifs. Ce sont des troubles qu'on appelle par moment les troubles de santé mentaux courants. Donc on retrouve de manière très prévalente dans la population générale. Il y a ensuite les troubles mentaux dits sévères, donc qui touchent une plus petite proportion de la population, entre 1 et 2% en fonction des troubles auxquels on s'intéresse, mais par contre qui ont des conséquences beaucoup plus importantes sur le fonctionnement et la qualité de vie des personnes. Donc on s'intéresse, il y a quelques études qui regardent si le niveau auto-rapporté d'activité physique est un facteur protecteur, je pense c'est 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard, 5 et 10 ans plus tard, de la prise de psychotropes. Qu'est-ce qu'ils font? En fait, ils utilisent le fait ils vont voir dans les données, comme si on allait voir les données de la RAMQ, on peut savoir si les gens ont eu un psychotrope, c'est une manière indirecte de savoir s'ils ont eu un problème de santé mentale. Donc, on peut penser que l'activité physique est un facteur protecteur sur l'apparition de troubles mentaux sévères, parce que dans les psychotropes, on s'intéresse vraiment, par exemple, aux neuroleptiques, qui sont souvent et en majorité prescrits chez les personnes aux prises avec un trouble mental sévère. La question de l'exercice physique pour ces personnes-là, elle est primordiale. Elle est primordiale pour leur santé mentale, mais elle est aussi primordiale pour la santé physique. Je fais une toute petite parenthèse sur la question de la santé physique dans la présentation. Il faut vraiment savoir que, par exemple, les personnes qui sont touchées par les troubles schizophréniques, ils ont environ une espérance de vie de 10 à 15 ans inférieure à la population générale. Pourquoi? Parce qu'ils ont des habitudes de vie beaucoup plus détériorées, ils ont des maladies chroniques de manière beaucoup plus prévalente, ces maladies sont mal identifiées et pas traitées souvent, et ces effets-là, ils persistent dans le temps, même quand on contrôle les risques ou les tentatives de suicide. Donc, vous connaissez la question des bénéfices de l'exercice physique pour la santé physique. Donc ici, proposer l'activité physique aux personnes aux prises avec un trouble de santé mentale sévère, c'est vraiment avoir des effets systémiques dans le champ de la santé physique, mais aussi dans le champ de la santé mentale. Aujourd'hui, il y a 2 revues de littérature qui ont été publiées en 2015 qui s'intéressent aux effets de l'exercice physique sur les personnes aux prises avec un trouble schizophrénique. Donc c'est encore une fois les mêmes devis d'études. On prend X patients, on coupe en 2. Il y en a qui vont être sur une liste d'attente et puis il y en a qui vont faire de l'exercice physique. Quand vous avez 2 cercles ici, c'est que les effets statistiques sont beaucoup plus marqués encore. Les effets de l'exercice physique, donc d'un programme minimalement de 8 semaines à 2 fois par semaine proposé à des personnes aux prises avec un trouble psychotique, ils permettent de diminuer vraiment de manière clinique les symptômes négatifs. Les symptômes négatifs dans le champ de la schizophrénie, c'est des symptômes qui vont être très proches de la dépression, de la mélancolie, de gens qui vont ruminer, avoir des idées noires pendant toute la journée par exemple. Ils vont aussi diminuer, mais de manière moins marquée, les symptômes positifs. Les symptômes positifs dans le champ de la schizophrénie, ça va être par exemple la sensation que des gens m'observent en permanence ou entendre des sons, voir des choses qui n'existent pas. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'en termes cliniques, les traitements médicamenteux sont très efficaces
pour réduire les symptômes positifs, ils le sont un peu moins sur les symptômes négatifs. Donc ça aurait un super intérêt et avantage de coupler la prise en charge médicamenteuse avec de l'exercice physique pour les personnes avec des troubles psychotiques. Ça a un effet sur la qualité de vie et puis un effet sur le fonctionnement global. Le fonctionnement global, c'est on demande vraiment aux gens d'auto-rapporter comment ils arrivent à se mouvoir dans la vie. C'est souvent des personnes qui ont des difficultés à avoir des relations personnelles, qui ont des difficultés à planifier leur vie quotidienne ou à trouver un emploi. Et on sait que globalement, pratiquer l'exercice physique de manière régulière améliore leur fonctionnement global dans différents domaines, la dépression aussi. Ce sont des personnes qui sont aussi souvent touchées par les troubles cognitifs, des problèmes attentionnels, etc. Ici, je vous les barrais parce qu'on ne sait pas vraiment, les résultats sont trop contradictoires. Mais en tout cas, sur les symptômes les plus importants, symptômes positifs et négatifs, on a un bon niveau de preuve des bénéfices de l'exercice physique pour les personnes aux prises avec un trouble psychotique. Un autre trouble qui touche particulièrement les enfants, les adolescents, et puis aussi quelques adultes, les troubles du spectre autistique. La question des effets et des bénéfices de l'exercice physique chez les personnes avec un TSA, un trouble du spectre autistique, on s'intéresse moins aux effets sur leur santé mentale directe qu'aux effets sur les comportements qui vont altérer leur santé mentale, notamment l'automutilation, c'est le fait de se frapper soi-même, l'agressivité envers les autres ou envers soi-même, et puis les problèmes aussi d'équilibre qui peut toucher les enfants avec un trouble du spectre autistique. Donc c'est pas mal d'études qui s'interrogent aux effets à court terme de proposer des séances d'exercice physique et puis ensuite qui regardent le comportement à très court terme des enfants. Puis on se rend compte que quand on leur propose de l'activité physique, on diminue les comportements auto-agressifs, le stress et surtout ils performent mieux dans les tâches qu'on leur demande, les tâches éducatives. Donc on a un potentiel vraiment hyper intéressant des bénéfices de l'exercice physique. Je vous ai mis par exemple une étude iranienne que j'aime beaucoup. Ils utilisent, ce sont des enfants qui ont des difficultés de communication. Donc si vous connaissez un petit peu des enfants TSA ou des ados, souvent on utilise des pictogrammes comme ça pour diminuer leur anxiété, pour les aider à planifier d'étape en étape tout ce qu'ils doivent faire. On développe, là il y a des chercheurs qui s'intéressent à développer des pictogrammes parce qu'il n'y en avait pas. C'était compliqué d'apprendre à un enfant autiste, par exemple, à se mouvoir dans l'eau parce qu'il n'y avait pas de pictogramme centré sur l'activité physique. Et puis, il y a aussi des chercheurs, Greg Reed, qui est à McGill dans les années 2000 aussi, qui développaient des interventions hyper spécifiques pour essayer d'augmenter l'activité physique, la dépense énergétique des enfants avec un trouble du spectre autistique. Donc, on sort un petit peu des troubles liés aux adultes et puis on se rend compte aussi que l'exercice physique à court terme, je ne vous parle pas à long terme, mais à court terme, a des effets vraiment très intéressants sur la gestion du stress, la gestion de l'anxiété et les comportements hétéro ou auto-agressifs. À votre avis? C'est à ce moment-là que je bois un verre d'eau. C'est oui ou c'est non? C'est oui, c'est non? C'est non. Ouais, je sais, j'ai fait mon doctorat sur comment on utilise l'exercice physique pour arrêter de fumer chez les personnes dépressives. Histoire de vraiment complexifier les choses. Quand on regarde les revues de littérature qui s'intéressent à des programmes d'exercice physique, donc les gens viennent dans un CHU ou un centre d'abandon du tabac, à partir du moment où ils commencent à arrêter, on les entraîne pendant 3 semaines, pendant 3 mois, ça dépend les études, puis on regarde si 6 mois, 1 an après, ceux qui ont fait de l'exercice physique ont plus de chances d'avoir arrêté. Il n'y a pas de différence significative, il y a d'autres effets, notamment sur la gestion du poids, mais il n'y a pas des effets bénéfiques de l'exercice physique dans le contexte de la cessation tabagique à long terme. Par contre, il y a des super études qui nous montrent les effets bénéfiques de l'exercice physique à très court terme et surtout à un moment fatidique qui sont on va dire, entre 1 et 4 semaines à la suite de l'arrêt. Qu'est-ce que c'est les symptômes liés au manque? Si vous voyagez avec votre mari, votre femme, votre meilleur ami qui est un gros fumeur et que vous faites un Montréal-Pékin sans escale, imaginez comment il se sent quand il arrive, s'il n'a pas eu de gomme nicotinique. Il est un peu tendu. Il ne faut pas trop lui parler, puis il faut surtout lui indiquer où est-ce qu'il peut fumer. Ça, c'est des petits symptômes de manque. Mais quand vous travaillez en cessation tabagique, moi je travaille avec des gens qui étaient à 60, 70, 80 cigarettes quotidiennes, c'est presque un métier de fumer.
Quand vous leur demandez d'arrêter de fumer pendant 3 ou 4 heures, c'est vraiment un challenge personnel, c'est un vrai défi. On prend ça avec la rigolade, mais c'est vraiment très difficile pour un fumeur de même couper une demi-journée de consommation de tabac. Et puis, un des symptômes qui va apparaître tout de suite, c'est le craving, c'est en français l'envie impérieuse de fumer. C'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup de dépendances, dépendance avec substance, mais aussi dépendance sans substance. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Il y a environ une quarantaine d'études. On a demandé à des fumeurs d'arrêter de fumer pendant une demi-journée, ensuite une journée, ou alors voire même plusieurs jours. Et puis ensuite, on les fait venir le lendemain matin au laboratoire. Ils arrivent, là on leur donne un inhalateur de CO expiré, donc on vérifie biochimiquement s'ils n'ont pas fumé, ok, ils n'ont pas fumé. Et puis là on tire au sort, donc on mesure leur envie de fumer entre 1 et 7. Juste avant, ici on tire au sort, il y en a qui vont pédaler pendant par exemple 20 minutes, et puis il y en a qui, on va leur donner un livre où, je sais pas, ils peuvent surfer sur Internet. Dès qu'on fait pédaler des gens qui ont un haut niveau d'envie de fumer, dans les 5 premières minutes, ici c'est aux 5 minutes, dans les 5 premières minutes, il y a une différence, une chute très importante de l'envie de fumer chez les personnes qui sont dans une situation de manque. Si on compare statistiquement cette chute ici avec une gomme nicotinique, c'est exactement la même taille d'effet statistique. C'est-à-dire que l'exercice physique à court terme a un effet aussi important qu'une gomme nicotinique dans un contexte de cessation tabagique. Ces effets-là, ils ont été testés sur l'anxiété, sur la tension aussi, donc sur d'autres symptômes liés au manque chez les fumeurs. Ils ont été répétés aussi, par exemple, chez des femmes enceintes qui arrêtent de fumer. Puis ça, c'est super intéressant, cette population-là, parce que les femmes enceintes, c'est assez compliqué de leur prescrire la nicotine de substitution. Donc il y a peu de solutions pharmacologiques. Donc une des solutions pour aider des femmes fumeuses à gérer leurs symptômes d'arrêt, c'est leur proposer l'exercice physique. Elles ont été testées aussi avec d'autres dépendances, comme un trouble de l'usage de l'alcool. Il y a aussi quelques rares études sur la méthamphétamine, sur la cocaïne aussi. Donc on sait que l'exercice physique permet à court terme de diminuer les symptômes, notamment les envies impérieuses de fumer ou de consommer. Et puis ça a été fait avec plein de types d'activités physiques, plutôt d'endurance, plutôt des activités physiques de force, et aussi de la relaxation. Donc c'est vraiment, je connais rarement dans le champ de l'exercice physique et de la santé mentale un niveau de preuve aussi élevé des bénéfices de l'exercice physique sur la gestion de l'envie de fumer ou de l'envie de consommer. J'en termine avec la section qui aborde la question de l'exercice physique et puis des troubles de santé mentaux. Donc quand ça m'arrive d'aller dans des CHU, des CH au Québec ou en France ou ailleurs, je présente ça à des cliniciens. Et puis je finis toujours par cette diapo-là parce que généralement, il n'y a que les cliniciens qui croient en l'activité physique qui viennent à ma présentation. Les autres, ils ne sont pas là parce qu'ils ne prennent pas l'activité physique au sérieux. Et puis je leur dis, mais à votre avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Quel est le facteur qui explique le plus le fait qu'un psychologue, qu'une nurse, qu'un travailleur social, qu'un kinésiologue, je sais pas, n'importe quel travailleur dans le champ de la santé mentale fait de la promotion de l'activité physique quand il travaille avec ses patients? Est-ce que vous avez une idée? C'est quoi ce qui va expliquer le plus son activité physique à lui ou à elle? C'est désespérant, hein. Il y a même des études où on fait des formations à des psychologues ou des médecins sur comment faire de la promotion de l'activité physique. On regarde 3 semaines après, plus personne n'en fait, sauf ceux qui faisaient déjà de l'activité physique avant la formation, c'est-à-dire la formation n'a aucun effet. Donc ça, c'est simplement une manière un peu rigolote d'illustrer le challenge de demain qui est de changer les pratiques cliniques en psychiatrie pour vraiment que chaque professionnel soit armé pour faire de la promotion et travailler sur les questions de motivation à l'activité physique. La question des mécanismes, pour terminer, la question des mécanismes, c'est une question qu'on me pose tout le temps, les étudiants me posent ça tout le temps, les professionnels me posent cette question-là tout le temps. Alors qu'est-ce que je fais? Je prends vraiment ma Bible qui est un handbook d'exercice physique et de santé mentale, et puis je vais voir dedans. Ici, je me suis amusé une fois, j'ai que ça à faire, j'ai mis un petit post-it, à chaque fois que dans le livre, on parlait d'un mécanisme potentiel de l'exercice physique sur la santé mentale. Bon, j'ai arrêté aux 100 dernières pages parce que j'étais fatigué. Les mécanismes qui s'intéressent à qu'est-ce qui explique les effets ou les liens entre l'exercice physique et la santé mentale, ils sont vraiment divers. Ça dépend du type d'activité physique, ça dépend de la fréquence, de son intensité, du volume, est-ce que c'est de la santé mentale positive? Est-ce que c'est des troubles de santé
mentaux. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je prends cette petite roue-là. Il y a des gens qui, génétiquement, pour simplifier, sont plus programmés pour répondre mieux à l'activité physique au niveau de la santé mentale. Il y a des gens, on peut comparer, il y a des petites études génétiques, on fait pédaler des gens, il y a des gens qui ont plus de plaisir naturellement à l'activité physique, simplement parce qu'ils ont certains gènes, par exemple, qui codent les récepteurs à la sérotonine. Il y a certains mécanismes biologiques aussi, surtout neurobiologiques, comme par exemple les facteurs, les BDNF, les facteurs neurotrophiques, la sérotonine, la dopamine, c'est souvent très connu, mais en fait, les niveaux de preuve sont relativement limités. Il y a les facteurs environnementaux, comme par exemple le fait de pratiquer dans un espace ouvert ou un espace vert versus à l'intérieur. Sociaux, j'en ai parlé tout à l'heure avec l'étude de ma collègue qui s'intéressait à l'activité physique chez les cégepiens. Puis les effets psychologiques aussi, les mécanismes psychologiques comme l'estime de soi, l'auto-efficacité, le changement d'image de corps, qui sont vraiment des mécanismes potentiels aussi des effets de l'exercice physique, notamment dans le champ de la dépression ou des troubles du comportement alimentaire. On me dit aussi souvent, je profite des conférences grand public des fois pour régler un peu mes comptes, on me dit ouais mais c'est bien beau tes trucs, mais en fait c'est juste du placebo. C'est-à-dire que c'est juste tu donnes un ballon aux gens, tu leur mets un short, ils sont contents, on met de la musique, on prend soin d'eux. Ok, donc qu'est-ce que je fais? Comme d'habitude, j'ouvre mon moteur de recherche et puis les bases de données, puis je vais regarder toutes les études qui ont comparé, en fait, est-ce que les gens qui étaient, rappelez-vous le devis tout à l'heure, au hasard, qui étaient dans la liste d'attente, est-ce qu'eux s'améliorent? Parce que si ce n'était pas un effet placebo, il devrait s'améliorer. Il n'y a pas d'évidence réelle d'un effet placebo très marqué. Bien sûr, il existe. Il y a de l'effet placebo dans les traitements médicamenteux, les psychothérapies. Il y en a aussi un petit peu dans l'exercice physique. Mais même quand on contrôle la part statistique de l'effet placebo, les bénéfices de l'exercice physique se maintiennent. Donc c'est intéressant à savoir. Ce dont je n'ai pas parlé, j'aurais pu vous parler de l'exercice physique et puis des troubles du sommeil, l'exercice physique et la fatigue chronique, certains d'autres troubles anxieux. Aussi les bénéfices de l'exercice physique, on a de plus en plus de littérature sur la santé mentale des personnes avec une déficience intellectuelle ou avec une trisomie 21, syndrome de Down. Et on connaît de plus en plus d'études sur ce domaine-là. Qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Les meilleures doses d'activité physique, je voulais aborder, on connaît pour certaines pathologies, je vous l'ai présenté par exemple sur le cancer ou pour la santé mentale positive, les modalités motivationnelles. Ça, c'est vraiment un enjeu, notamment par exemple sur la question de la dépression. Je vous dis, on n'en est plus à montrer est-ce que ça marche, on en est à savoir comment on peut changer les pratiques cliniques et comment on peut motiver des personnes qui ont un trouble de l'humeur, un trouble dépressif majeur, à essayer d'intégrer un petit peu d'activité physique au fur et à mesure. La question des mécanismes, je l'ai abordée. Comment faire appliquer les directives? Autrement dit, comment changer les pratiques cliniques? Et puis, la question aussi qui m'intéresse beaucoup, puis il y a assez peu de littérature, c'est quoi les interactions entre les médicaments psychotropes et l'activité physique, ou entre les psychothérapies et l'activité physique? Ça, je pourrais peut-être répondre si vous avez des questions. Et puis, il y a d'autres domaines dans les troubles de santé mentaux qui sont très peu étudiés. Il y a quelques études qui s'intéressent au lien entre tentative de suicide et activité physique. Il y a quelques études rares qui s'intéressent entre phobie et activité physique. Il y a, à ma connaissance, 3 essais cliniques qui s'intéressent à la diminution des symptômes de stress post-traumatique chez, par exemple, des vétérans qui ont fait l'Irak. Il y a 2 études uniquement qui, vous avez vu, j'utilise beaucoup des illustrations de films. C'est le seul bon film de Nicolas Cage, Living Las Vegas, où il est alcoodépendant. Vraiment, sérieusement, il est impressionnant dans ce film-là. Il y a quelques études qui s'intéressent aux bénéfices de l'exercice physique pendant un arrêt de consommation d'alcool chez des vraies personnes dépendantes. Je ne parle pas d'un trouble de l'usage d'alcool, je parle de gens vraiment qui quasiment ne consomment plus que de l'alcool. Sur la question du cannabis, il y a 2 études. On a un étudiant qui va démarrer nécessairement l'année prochaine une thèse sur ça. On va essayer de regarder un petit peu comme le craving, ce que je vous ai montré. Donc voir des gens qui consomment beaucoup de cannabis, quand on leur demande de ne pas consommer, est-ce que l'exercice physique diminue l'envie de fumer ou de consommer? Et puis l'exercice physique et troubles bipolaires, il n'y a quasiment rien. Donc je vous l'ai dit, les défis futurs, c'est de convaincre les cliniciens. C'est aussi de convaincre les étudiants avec lesquels moi je travaille, parce que la question de la santé mentale, dans le champ des sciences de l'activité physique, c'est relativement nouveau. On commence maintenant de plus en plus à entendre parler, à former des étudiants, mais certains étudiants, et c'est normal, comme dans plein de professions liées à la santé, sont un peu
craintifs de s'intéresser à cette question-là ou d'aller faire un stage dans un contexte de psychiatrie, par exemple. Donc, il y a vraiment des défis à faire. Il y a des défis aussi, pas nécessairement à penser uniquement l'activité physique comme quelque chose qu'on doit superviser, mais aussi penser à comment les quartiers sont faits, comment les établissements de santé qui traitent les problèmes de santé mentaux sont réalisés, parce que c'est vraiment important. Si vous allez dans... Moi, je suis à l'Institut universitaire de santé mentale, l'établissement est immense, d'accord, mais quand on regarde un petit peu les possibilités pour faire l'exercice physique, les clients qui sont hospitalisés là ont beaucoup de chance parce qu'il y a une équipe de kinésiologues, mais pour donner une idée, ils sont 5 pour toute la question de la santé mentale du SUS de l'Est de l'île de Montréal. Donc je pense que le SUS de l'Est, ça doit être le 2e ou 3e SUS du Québec en grandeur. Ils sont 5. Donc ça existe, c'est déjà bien, ils ont des installations super, mais ils sont que 5. Et puis après, autour du SUS, il y a une piste cyclable où les patients peuvent sortir pour utiliser un peu le vélo ou de la marche. Mais quand je vais dans d'autres établissements, c'est le royaume de la sédentarité, c'est-à-dire même les personnes qui sont dans des milieux fermés, c'est très très compliqué pour eux de même accéder à une table de ping-pong. Vous voyez, vraiment des choses très simples comme ça, c'est vraiment un enjeu de conceptualiser, de réfléchir à comment les établissements qui aident les personnes aux prises avec un problème de santé mentale peuvent faire l'activité physique. Et par exemple, dans les domaines de l'activité physique, il y a la question du jardinage. On pourrait penser au jardin communautaire en psychiatrie, par exemple, ça a été fait par le passé. Donc s'il faut retenir une seule chose, enlever cette image de votre tête de la question de l'activité physique et de la santé mentale, pas besoin de toutes ces babioles là. Pensez plutôt l'activité physique comme ceci, donc l'activité physique au travail, revendez votre déneigeuse, et puis pelletez, c'est sûr que ça va vous prendre plus de temps, mais vous allez augmenter votre niveau d'activité physique. Vous aimez le gym, bah, allez-y, mais il faut juste savoir que ce n'est pas pour tout le monde. Ça, je rêve depuis peut-être 7 ou 8 ans d'avoir ça un jour dans ma vie, mais je ne l'aurai jamais. Et puis aussi, pensez au transport actif, mais habillez-vous un petit peu plus, surtout si vous êtes 4 saisons. Et puis pensez aussi que les effets bouger plus et s'asseoir moins sont... il y a des effets pour la santé mentale dites positives, et puis il y a aussi des bénéfices pour les personnes aux prises avec un trouble de santé mentale. Pour conclure, je vous l'ai dit, j'ai de la chance. Moi, je travaille avec une maudite gang d'étudiants super intéressants, avec des collègues aussi qui m'aident beaucoup, des collègues au Québec, des collègues en France. Si je travaille sur la question de l'activité physique et de la santé mentale, c'est grâce à Clermont-Simard, qui est un Québécois que j'ai lu dans mes jeunes années. Donc, je suis peut-être même venu au Québec à cause ou grâce à lui. Je remercie aussi tous les cliniciens ou les participants des études, parce que c'est par moments très difficile pour une personne qui est aux prises avec un trouble de santé mentale de commencer un programme d'exercice physique ou de venir répondre à des entretiens, des questionnaires pendant plusieurs heures, etc. Donc sans eux, moi, je ne pourrais pas faire de recherche. Et puis, ça a été dit en intro, si vous vous intéressez à la question de l'activité physique et de la santé mentale, je pense que ça va faire 11 ans maintenant que je rédige un blog qui parle d'activité physique, de santé mentale, de motivation à l'activité physique. C'est un blog pour à peu près monsieur et madame tout le monde. Si vous voulez aussi m'aider, vous pouvez aller voir sur cette page-là. En ce moment, on a lancé une étude où on s'intéresse à l'activité physique et au sommeil, et puis à d'autres habitudes de vie chez des personnes qui ont une dépression. Donc on a fait une petite vidéo sympa. Si vous n'êtes pas tanné de m'entendre, vous allez pouvoir encore voir une autre vidéo de moi qui présente une étude. Pour vraiment ceux qui veulent découvrir la question de l'exercice physique, j'ai participé à un chapitre dans ça, là, mais je n'ai pas d'ouvrage francophone pour l'instant à vous recommander. Je vous remercie.